Karl Marx, Travail salarié et capital. Introduction de Friedrich Engels. Cette brochure parut sous la forme d'une série d'articles de tête dans la Neue Rheinische Zeitung à partir du 4 avril 1849. Les conférences que Marx fit en 1847 à l'Association des ouvriers allemands de Bruxelles en forment la base. Elle est restée un fragment. L'engagement contenu dans « à suivre » entre guillemets, qui se trouve à la fin de l'article du numéro 269 du journal, ne fut point tenu par suite des événements qui se précipitaient à ce moment. L'invasion russe en Hongrie, les insurrections à Dresde, Iserlohn, Elberfeld, dans le Palatinat et le Bade, et qui amenèrent qui se précipitaient à ce moment. L'invasion russe en Hongrie, les insurrections à Dresde, Iserlohn, Elberfeld, dans le Palatinat et le Bade, et qui amenèrent la suppression du journal lui-même. Ouvrez la parenthèse, 19 mai 1849, fermez la parenthèse. On n'a point retrouvé le manuscrit de la suite dans les œuvres posthumes de Marx. Vers 1850, Marx n'avait pas encore mis le point final à sa critique de l'économie politique. Il ne le fit qu'à la fin de la décade suivante. Aussi, ses écrits parus antérieurement au premier fascicule de « Contribution à la critique de l'économie politique » 1859 entre parenthèses, diffèrent-ils sur certains points de ceux qu'il écrivit à partir de 1859. Ils renferment des expressions apparaissent comme confuses et même erronées. Or, il est de toute évidence que, dans des éditions ordinaires destinées au grand public, ce point de vue antérieur, compris dans le développement intellectuel de l'auteur, a également sa place, et que l'auteur, aussi bien que le public, ont un droit indiscuté à une reproduction intégrale de ses anciens écrits. Et il ne me serait pas venu un seul instant à l'esprit d'y changer un seul mot. Il en est autrement lorsque la réédition est destinée, on peut dire, presque exclusivement à la propagande parmi les ouvriers. Dans ce cas, Marx aurait certainement accordé l'ancien exposé datant de 1849 avec son nouveau point de vue, et je suis sûr d'agir dans son esprit en procédant pour cette édition, aux quelques changements et adjonctions qui sont nécessaires pour atteindre ce but sur tous les points essentiels. Je dis donc à l'avance au lecteur, voici la brochure, non point telle que Marx l'a rédigée en 1849, mais approximativement telle qu'il l'aurait écrite en 1891. Au reste, le texte véritable est diffusé en un nombre si considérable d'exemplaires qu'il permet d'attendre que je puisse le réimprimer plus tard, ne varietur, dans une édition des œuvres complètes. Note de bas de page. Publié actuellement dans la Reclams-Universalbibliothek, numéro 6068-6069. Fin de la note de bas de page. 6069. Fin de la note de bas de page. Mes modifications tournent toutes autour d'un seul point. D'après l'original, c'est son travail que l'ouvrier vend au capitaliste pour le salaire. D'après le texte actuel, il vend sa force de travail. Je dois m'expliquer sur ce changement. Je dois des explications aux ouvriers, afin qu'ils voient qu'il ne s'agit pas d'une simple querelle de mots, mais au contraire d'un des points les plus importants de toute l'économie politique. Je dois ces explications aux bourgeois, afin qu'ils puissent se convaincre que les ouvriers sans instruction, auxquels on peut facilement faire comprendre les développements économiques les plus difficiles, sont infiniment supérieurs à nos gens cultivés, entre guillemets, et arrogants,
emprunte à la pratique industrielle cette idée courante chez le fabricant qu'il achète et qu'il paie le travail de ses ouvriers. Cette idée avait été parfaitement suffisante pour les besoins de l'affaire, la comptabilité et le calcul des prix du fabricant. Transférée en toute naïveté dans l'économie politique, elle y causa un trouble et un désarroi étranges. L'économie se trouve en présence de ce fait que les prix de toutes les marchandises, et entre autres aussi le prix de la marchandise qu'elle appelle « travail » entre guillemets, se modifient continuellement, qu'ils montent et baissent par suite de circonstances très variées qui, fréquemment, sont sans aucun rapport avec la production de la marchandise elle-même, de sorte que les prix semblent, en règle générale, déterminés par le pur hasard. Or, la loi qui se cachait derrière ce hasard, contrôlant apparemment les prix des marchandises, et qui, en réalité, dominait ce hasard même. C'est dans les limites de ces prix de marchandises en perpétuelle fluctuation, oscillant tantôt de bas en haut, tantôt de haut en bas, qu'elle chercha le centre fixe autour duquel s'accomplissent ces fluctuations et ces oscillations. En un mot, elle partit des prix des marchandises pour rechercher, en tant que loi qui les réglait, la valeur des marchandises, par laquelle s'expliquent toutes les fluctuations de prix et à laquelle il fallait en définitive les ramener toutes. Or, l'économie classique a trouvé que la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail nécessaire à sa production, incorporé en toutes. Or, l'économie classique a trouvé que la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail nécessaire à sa production, incorporé en elle, et elle s'est contentée de cette explication. Nous pouvons également nous y arrêter un instant. Mais, pour éviter des malentendus, je rappellerai que cette explication est devenue de nos jours tout à fait insuffisante. C'est Marx qui a, le premier, étudié de façon approfondie cette propriété du travail créant de la valeur, et il a trouvé que ce n'est pas chaque travail apparemment ou réellement nécessaire à la production d'une marchandise qui ajoute à cette marchandise en toutes circonstances une quantité de valeur correspondant à la quantité de travail fourni. Que la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail nécessaire à sa production, nous sous-entendons toujours les réserves faites par Marx à ce sujet. Cela suffit ici. On trouvera le reste chez Marx dans sa Contribution à la critique de l'économie politique, 1859, entre parenthèses, et dans le premier volume du Capital. Mais dès que les économistes appliquèrent cette détermination de la valeur par le travail à la marchandise travail entre guillemets, ils allèrent de contradiction en contradiction. Comment est déterminée la valeur du travail entre guillemets? Par le travail nécessaire qui est incorporé. Combien de travail y a-t-il dans le travail d'un ouvrier à la journée, à la semaine, au mois, toutes les valeurs? Nous ne pouvons exprimer la valeur du travail entre guillemets que dans le travail. Mais nous ne savons absolument rien au sujet de la valeur d'une heure de travail lorsque nous savons seulement qu'elle est égale à une heure de travail. Cela ne nous a donc pas rapproché du but de l'épaisseur d'un cheveu. Nous ne faisons que tourner continuellement en rond. Aussi, l'économie classique essaya-t-elle d'employer une autre tournure. Elle dit « La valeur d'une marchandise est égale à ses frais de production. » Mais quels sont les frais de production du travail? Pour répondre à cette question, les économistes sont obligés de faire quelque entorse à la logique. À défaut des frais de production du travail lui-même, qui ne peuvent malheureusement pas être établis,
Il recherche alors quels sont les frais de production de l'ouvrier. Et ceux-ci peuvent être établis. Ils varient suivant le moment et les circonstances, mais pour des conditions sociales données, pour une localité donnée, pour une branche de production donnée. Ils sont également donnés, du moins dans certaines limites assez étroites. Nous vivons aujourd'hui sous le règne de la production capitaliste, où une classe importante, et de plus en plus grande de la population, ne peut vivre que si elle travaille contre salaire pour les possesseurs des moyens de production, outils, machines, matières premières et moyens de subsistance. Sur la base de ce mode de production, les frais de production de l'ouvrier consistent dans la somme de moyens de subsistance, ou de leur prix en argent, qui sont en moyenne nécessaires pour lui fournir sa capacité de travail, pour entretenir celle-ci, pour le remplacer par un nouvel ouvrier lorsque la maladie, l'âge ou la mort l'éloignent de la production, c'est-à-dire pour permettre à la classe ouvrière de se perpétuer en conservant sa force nécessaire. Supposons que le prix en argent de ces moyens de subsistance soit en moyenne de 3 marks par jour. Notre ouvrier reçoit donc du capitaliste qui l'occupe un salaire de 3 marks par jour. Pour cela, le capitaliste le fait travailler, disons, 12 heures par jour. À la vérité, ce capitaliste calcule à peu près de la façon suivante. Une journée. La matière première, le fer et le laiton, dans la forme déjà ouvragée nécessaire, coûte 20 marks. La consommation de la machine à vapeur, l'usure de cette même machine à vapeur, du tour et des autres outils avec lesquels l'ouvrier travaille, représente, calculée pour une journée et pour sa quote-part, la valeur d'un mark. Nous avons supposé que le salaire est de 3 marks pour une journée. Cela fait au total pour notre pièce de machine 24 marks. Mais le capitaliste calcule de façon à recevoir de ses clients un prix moyen de 27 marks, c'est-à-dire 3 marks de plus que les frais qu'il a engagés. D'où viennent ces 3 marks qu'empoche le capitaliste? L'économie nécessaire contenue dans ces marchandises. Le prix moyen de notre pièce de machine, 27 marks, serait donc égal à sa valeur, égal au travail qui y est incorporé. Mais de ces 27 marks, 21 marks étaient des valeurs qui existaient avant que notre ajusteur se fût mis au travail. 20 marks étaient incorporées dans la matière première, 1 mark dans le charbon brûlé pendant le travail ou dans les machines et outils utilisés à cet effet, et dont la capacité de production a été réduite jusqu'à concurrence de cette somme. Restent 6 marks qui ont été ajoutées à la valeur de la matière première. Mais ces 6 marks, comme l'admettent nos économistes eux-mêmes, ne peuvent provenir que du travail ajouté à la matière première par qui ont été ajoutés à la valeur de la matière première. Mais ces 6 marks, comme l'admettent nos économistes eux-mêmes, ne peuvent provenir que du travail ajouté à la matière première par notre ouvrier. Ces 12 heures de travail ont donc créé une nouvelle valeur de 6 marks. De cette façon, nous aurions donc enfin découvert ce qu'est la valeur du travail entre guillemets. Halte là, s'écrie notre ajusteur. Ouvrez les guillemets. 6 marks? Mais je n'ai touché que 3 marks. Mon capitaliste jure ses grands dieux que la valeur de mes 12 heures de travail n'est que de 3 marks. Et lorsque j'en exige 6, il se moque de moi. À quoi cela rime-t-il? Fermez les guillemets.
Si auparavant nous aboutissions avec « et lorsque j'en exige 6, il se moque de moi », à quoi cela rime-t-il ? Fermez les guillemets. Si auparavant nous aboutissions avec notre valeur du travail à un cercle ou à une impasse, nous voilà maintenant tout à fait fourvoyés dans une contradiction insoluble. Nous avons cherché la valeur du travail et nous avons trouvé plus qu'il ne nous fallait. Pour l'ouvrier, la valeur des 12 heures de travail est de 3 marks. Pour le capitaliste, elle est de 6 marks dont il paie à l'ouvrier 3 marks comme salaire et dont il empoche lui-même les 3 autres. Le travail aurait donc non pas une, mais 2 valeurs, et très différentes par-dessus le marché. La contradiction devient encore plus absurde dès que nous ramenons les valeurs exprimées à du temps de travail. Dans les 12 heures de travail, il est créé une nouvelle valeur de 6 marks, c'est-à-dire en 6 heures, de 3 marks, somme reçue par l'ouvrier pour un travail de 12 heures. Pour un travail de 12 heures, l'ouvrier reçoit l'équivalent du produit de 6 heures de travail. Donc, ou bien le travail a 2 valeurs, dont l'une est le double de l'autre, ou bien 12 égale 6. Dans les 2 cas, on aboutit à un pur non-sens. Que nous tournions ou retournions la chose comme nous voulons, nous ne sortirons jamais de cette contradiction tant que nous parlerons de l'achat, de la vente, du travail et de la valeur du travail. C'est ce qui est arrivé également à nos économistes. Le dernier rameau de l'économie classique, l'école de Ricardo, a disparu en grande partie à cause de l'impossibilité où elle était de résoudre cette contradiction. L'économie classique s'était fourvoyée dans une impasse. L'homme qui trouva la voie pour en sortir fut Marx. Ce que les économistes avaient considéré comme les frais de production du travail, entre guillemets, étaient les frais de production non du travail, mais de l'ouvrier vivant lui-même. Et ce que l'ouvrier vendait au capitaliste n'était pas son travail. Ouvrez les guillemets. Dès que son travail commence véritablement, dit Marx, il a déjà cessé de lui appartenir. Il ne peut donc plus le vendre. Fermez les guillemets. Il pourrait donc tout au plus vendre son travail futur, c'est-à-dire prendre l'engagement d'accomplir un... Il pourrait donc tout au plus vendre son travail futur, c'est-à-dire prendre l'engagement d'accomplir un rendement déterminé dans un temps déterminé. Mais alors, il ne vend pas du travail, ouvrez la parenthèse, qu'il faudrait d'abord effectuer, fermez la parenthèse, mais il met à la disposition du capitaliste, pour un temps déterminé, ouvrez la parenthèse, dans le salaire journalier, fermez la parenthèse, ou aux fins d'un rendement déterminé, ouvrez la parenthèse, dans le salaire aux pièces, fermez la parenthèse, sa force de travail contre un paiement déterminé. Il loue ou vend sa force de travail. Mais cette force de travail est intimement liée à sa personne et en est inséparable. Les frais de production de celle-ci coïncident par conséquent ceux de l'ouvrier et par suite ceux de la force de travail. Et nous pouvons remonter aussi, de la même façon, des frais de production de la force de travail à la valeur de la force de travail et déterminer la quantité de travail socialement nécessaire pour la production d'une force de travail de qualité déterminée, ainsi que l'a fait Marx dans le chapitre de l'achat et de la vente de la force de travail. Ouvrez la parenthèse, Capital, tome 1, chapitre 4, troisième sous-chapitre. Note de bas de page. Capital, tome 1, page 189, ouvrez la parenthèse, édition Coste, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page.
Donc, ouvrez la parenthèse, Capital, tome 1, chapitre 4 au capitaliste. C'est-à-dire la mise à sa disposition contre un salaire convenu à l'avance, salaire journalier ou salaire aux pièces. Le capitaliste conduit l'ouvrier dans son atelier ou son usine, où se trouvent déjà tous les objets nécessaires pour son travail. Matières premières, produits secondaires, ouvrez la parenthèse, charbon, colorant, etc., fermez la parenthèse. Outils, machines. Là, l'ouvrier se met à bûcher. Son salaire journalier est, comme nous l'avons supposé plus haut, de 3 marks. Qu'il les gagne à la journée ou aux pièces, peu importe. Nous supposons également ici que l'ouvrier, en 12 heures de son travail, incorpore aux matières premières utilisées une nouvelle valeur de 6 marks, laquelle nouvelle valeur est réalisée par le capital de son travail, incorpore aux matières premières utilisées une nouvelle valeur de 6 marks, laquelle nouvelle valeur est réalisée par le capitaliste au moyen de la vente de la pièce une fois finie. Il paie avec cela ces 3 marks à l'ouvrier. Mais il conserve pour soi les 3 autres marks. Or, si l'ouvrier crée en 12 heures une valeur de 6 marks, en 6 heures, il en crée une de 3 marks. Il a donc déjà donné au capitaliste l'équivalent des 3 marks touchées ou salaire lorsqu'il a travaillé 6 heures pour lui. Après 6 heures de travail, tous deux sont donc quittes. Ils ne se doivent pas un centime l'un à l'autre. « Halte là !» s'écrie maintenant le capitaliste. « J'ai loué l'ouvrier pour une journée entière. 6 heures ne sont qu'une demi-journée. Donc bûcher ferme jusqu'à ce que soient terminées également les 6 autres heures. C'est seulement alors que nous serons quittes. » Fermez les guillemets. Et l'ouvrier doit se soumettre en effet à son contrat accepté volontairement entre guillemets, d'après lequel il s'engage à travailler 12 heures entières pour un produit qui coûte 6 heures de travail. Dans le travail aux pièces, il en est exactement de même. Supposons que notre ouvrier fabrique en 12 heures 12 pièces de la même marchandise. Chacune d'elles coûte 2 marks de charbon et d'usure et est vendue 2 marks 50. Si nous faisons les mêmes hypothèses qu'auparavant, le capitaliste va donc donner à l'ouvrier 25 pfennig par pièce. Cela fait pour 12. Déduction faite de 24 marks pour la matière première et l'usure. Reste 6 marks, dont il paie 3 marks et empoche 3 marks. Tout comme plus haut. Là aussi, l'ouvrier travaille 6 heures pour lui, c'est-à-dire en compensation de son salaire. Ouvrez la parenthèse, demi-heure dans chacune de ces 12 heures. Fermez la parenthèse, et 6 heures pour le capitaliste. La difficulté contre laquelle échouaient les meilleurs économistes tant qu'ils partaient de la valeur du « travail » entre guillemets, disparaît dès que nous partons de la valeur de la force de travail entre guillemets, et non de celle du travail entre guillemets. La force de travail est, dans notre société capitaliste actuelle, une marchandise comme toutes les autres, mais néanmoins égale. En effet, elle a la propriété particulière d'être une force qui crée de la valeur, une source de valeur, et notamment par un traitement approprié, une source de plus de valeur qu'elle n'en possède elle-même. Dans l'état actuel de la production, la force de travail humaine ne produit pas seulement en une journée une valeur plus grande que celle qu'elle possède et qu'elle coûte elle-même. À chaque nouvelle découverte scientifique, à chaque nouvelle invention technique, cet excédent de sa production quotidienne s'accroît au-delà de ses frais journaliers et, par conséquent, la partie de la journée de travail dans laquelle l'ouvrier
fournit l'équivalent de son salaire quotidien diminue, alors que la partie de la journée de travail dans laquelle l'ouvrier fournit l'équivalent de son salaire quotidien diminue, alors que la partie de la journée de travail pendant laquelle il est obligé d'offrir son travail au capitaliste sans être payé pour cela augmente d'autre part. Telle est la constitution économique de toute notre société actuelle. C'est la classe laborieuse seule qui produit toutes les valeurs, car le mot valeur n'est qu'une autre expression pour le mot travail. L'expression par laquelle on désigne dans notre société capitaliste actuelle la quantité de travail socialement nécessaire incorporée dans une marchandise déterminée. Mais ces valeurs produites par les ouvriers n'appartiennent pas aux ouvriers. Elles appartiennent aux possesseurs des matières premières. De toute la masse de produits créés par la classe ouvrière, il ne lui revient donc qu'une partie. Et, ainsi que nous l'avons vu, l'autre partie que la classe capitaliste conserve pour elle et qu'il lui faut tout au plus partager encore avec la classe des propriétaires fonciers, devient, à chaque nouvelle découverte et invention, de plus en plus grande, alors que la partie revenant à la classe ouvrière, ouvrez la parenthèse, calculée par tête, fermez la parenthèse, ou bien ne s'accroît que très lentement et de façon insignifiante, ou bien reste stationnaire, ou bien encore, dans certaines circonstances, diminue. Mais ces découvertes et inventions, qui s'évincent réciproquement avec une rapidité de plus en plus grande, ce rendement du travail humain qui s'accroît chaque année. D'un côté, des richesses incommensurables et un excédent de produits que les preneurs ne peuvent absorber. De l'autre, la grande masse de la société prolétarisée, transformée en salariés, est mise par ce fait même dans l'incapacité de s'approprier cet excédent de produits. La scission de la société en une petite classe immensément riche et en une grande classe de salariés non possédants fait que cette société étouffe sous son propre superflu alors que la grande majorité de ses membres n'est presque pas, ou même pas du tout, protégée contre l'extrême misère. Cet état de choses devient chaque jour plus absurde et plus inutile. Il faut qu'il cède la place, il peut céder la place. Un nouvel ordre social. Il faut qu'il cède la place, il peut céder la place. Un nouvel ordre social est possible, dans lequel auront disparu les différences actuelles entre les classes et où, peut-être après une période de transition courte, un peu maigre, mais en tout cas moralement très utile, grâce à une utilisation rationnelle et au développement ultérieur des énormes forces productrices déjà existantes de tous les membres de la société, par le travail obligatoire et égal pour tous, les moyens de vivre, de jouir de la vie, de se développer et de mettre en œuvre toutes les capacités du corps et de l'esprit seront également à la disposition de tous et dans une abondance toujours croissante. Et la preuve que les ouvriers sont de plus en plus résolus à conquérir de l'esprit seront également à la disposition de tous et dans une abondance toujours croissante. Et la preuve que les ouvriers sont de plus en plus résolus à conquérir par la lutte ce nouvel ordre social nous est fournie des deux côtés de l'océan par la journée du 1er mai de demain et celle de dimanche prochain, 3 mai. Londres, le 30 avril 1891, Friedrich Engels. Travail salarié et capital. De différents côtés, on nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques qui constituent de nos jours
la base matérielle des combats de classe et des luttes nationales. C'est à dessein que nous n'avons fait qu'effleurer ces rapports, que là où ils éclataient directement en collision politique. Il s'agissait avant tout de suivre la lutte de classe au jour le jour de l'histoire et de prouver de façon empirique, sur la matière historique existante et renouvelée quotidiennement, que l'écrasement de la classe ouvrière, réalisé par février et mars, avait amené du même coup la défaite des adversaires de celle-ci, les républicains bourgeois en France et les classes bourgeoises et paysannes en lutte contre l'absolutisme féodal sur tout le continent européen. Que la victoire de la, ouvrez les guillemets, république honnête, fermez les guillemets, en France, fut en même temps la chute des nations qui avaient répondu à la Révolution de février par des guerres d'indépendance héroïques. Qu'enfin, double esclavage, l'esclavage anglo-russe. Les combats de juin à Paris, la chute de Vienne, la tragicomédie de Berlin en novembre 1848, les efforts désespérés de la Pologne, de l'Italie et de la Hongrie, l'épuisement de l'Irlande par la famine, tels furent les moments principaux où la lutte de classe se concentra entre la bourgeoisie et la classe ouvrière et qui nous permirent de démontrer que chaque soulèvement révolutionnaire, aussi éloigné que son but puisse paraître de la lutte de classe, ne peut qu'échouer jusqu'au moment où la classe ouvrière révolutionnaire sera victorieuse. Que toute réforme sociale reste une utopie jusqu'au moment où la révolution prolétarienne et la contre-révolution féodale se mesureront par les armes dans une guerre mondiale. Toute réforme sociale reste une utopie jusqu'au moment où la révolution prolétarienne et la contre-révolution féodale se mesureront par les armes dans une guerre mondiale. Dans notre exposé, comme dans la réalité, la Belgique et la Suisse étaient des gravures de genre tragicomique et caricatural dans le grand tableau de l'histoire, l'une présentée comme l'état modèle de la monarchie bourgeoise, l'autre comme l'état modèle de la République bourgeoise, États qui s'imaginaient tous deux être aussi indépendants de la lutte de classe que de la révolution européenne. Maintenant que nos lecteurs ont vu se développer la lutte de classe en l'année 1848 sous des formes politiques colossales, il est temps d'approfondir les rapports économiques eux-mêmes sur lesquels se fonde l'existence de la bourgeoisie et sa domination de classe, le capital, l'esclavage de l'ouvrier, la domination du capitaliste. Deuxièmement, la disparition inévitable des classes moyennes bourgeoises et de la paysannerie sous le régime actuel. Troisièmement, l'assujettissement commercial et l'exploitation des classes bourgeoises des diverses nations de l'Europe par le despote du marché mondial, l'Angleterre. Nous chercherons à faire un exposé aussi simple et populaire que possible et sans supposer connues à l'avance les notions les plus élémentaires de l'économie politique. Nous voulons être compréhensibles pour les ouvriers. Il règne d'ailleurs partout en Allemagne l'ignorance et la confusion d'idées les plus étranges au sujet des rapports économiques les plus simples chez les défenseurs patentés de l'état de choses actuelles et jusque chez les thaumaturges. Première question. Qu'est-ce que le salaire? Comment est-il déterminé? Si l'on demandait à des ouvriers « À combien s'élève votre salaire ?» Ils répondraient « Celui-ci, ouvrez les guillemets, je reçois de mon bourgeois 1 franc pour une journée de travail, fermez les guillemets. Celui-là, ouvrez les guillemets, je reçois 2 francs, fermez les guillemets, etc. Suivant les diverses branches de travail auxquelles ils appartiennent, ils énuméreraient les diverses sommes d'argent qu'ils reçoivent de leurs bourgeois respectifs pour la production d'un travail déterminé. Par exemple, pour le tissage d'une aune de toile
ou pour la composition d'une page d'imprimerie. Malgré la diversité de leurs déclarations, ils seront tous unanimes sur un point. Le salaire est la somme unanime sur un point. Le salaire est la somme d'argent que le bourgeois paie pour un temps de travail déterminé ou pour une livraison déterminée de travail. Le bourgeois achète donc, semble-t-il, entre parenthèses, leur travail avec de l'argent. C'est pour de l'argent qu'ils lui vendent leur travail. Mais il n'en est qu'apparemment ainsi. Ce qu'ils vendent en réalité aux capitalistes pour de l'argent, c'est leur force de travail. Le capitaliste achète la force de travail pour un jour, une semaine, un mois, etc. Et, une fois qu'il l'a achetée, il l'utilise en faisant travailler l'ouvrier pendant le temps stipulé. Pour cette même somme d'argent avec laquelle le bourgeois a acheté sa force de travail, par exemple pour 2 francs, il aurait pu acheter 2 livres de sucre ou une quantité déterminée d'une autre marchandise quelconque. Les 2 francs avec lesquels il a acheté 12 heures d'utilisation de la force de travail sont le prix des 12 heures de travail. La force de travail est donc une marchandise ni plus ni moins que le sucre. On mesure la première avec la montre et la seconde avec la balance. Leur marchandise, la force de travail, les ouvriers l'échangent contre la marchandise du capitaliste, contre l'argent. Et cet échange a lieu d'après un rapport déterminé. Tant d'argent pour tant d'utilisation de la force de travail. Pour 12 heures de tissage, 2 francs. Et ces 2 francs ne représentent-ils l'ouvrier a donc bien échangé une marchandise, la force de travail, contre des marchandises de toutes sortes, et cela suivant un rapport déterminé. En lui donnant 2 francs, le bourgeois lui a donné tant de viande, tant de vêtements, tant de bois, de lumière, etc., en échange de sa journée de travail. Ces 2 francs expriment donc le rapport suivant lequel la force de travail est échangée contre d'autres marchandises, la valeur d'échange de la force de travail. La valeur d'échange d'une marchandise, évaluée en argent, c'est précisément ce qu'on appelle son prix. Le salaire n'est donc que le nom particulier donné au prix de la force de travail, appelé d'ordinaire prix du travail. Il n'est que le nom donné au prix de cette marchandise particulière qui n'est en réserve que dans la donné au prix de la force de travail, appelé d'ordinaire prix du travail. Il n'est que le nom donné au prix de cette marchandise particulière qui n'est en réserve que dans la chair et le sang de l'homme. Prenons le premier ouvrier venu, par exemple un tisserand. Le bourgeois lui fournit le métier à tisser et le fil. Le tisserand se met au travail et le fil devient de la toile. Le bourgeois s'approprie la toile et la vend, 20 francs par exemple. Le salaire du tisserand est-il alors une part de la toile, des 20 francs, du produit de son travail? Pas du tout. Peut-être même longtemps avant que la toile ne soit vendue, le tisserand a reçu son salaire. Le capitaliste ne paye donc pas ce salaire avec l'argent qu'il a retiré de la toile. Mais avant que la toile ne soit vendue, le tisserand a reçu son salaire. Le capitaliste ne paye donc pas ce salaire avec l'argent qu'il a retiré de la toile, mais avec de l'argent accumulé d'avance. De même que le métier à tisser et le fil ne sont pas le produit du tisserand auquel ils ont été fournis par le bourgeois, les marchandises qu'il reçoit en échange de sa marchandise, la force de travail, ne le sont pas davantage. Il peut arriver que le bourgeois ne trouve pas d'acheteur du tout pour sa toile. Il peut arriver qu'il ne retire pas même le salaire de sa vente. Il peut arriver qu'il la vende de façon très avantageuse par rapport au salaire du tisserand.
tout cela ne regardant rien le tisserand. Le capitaliste achète avec une partie de sa fortune actuelle, de son capital, la force de travail du tisserand, tout comme tissé. Après avoir fait ses achats, et parmi ces achats, il y a aussi la force de travail nécessaire à la production de la toile, il se met à produire avec des matières premières et des instruments de travail qui n'appartiennent qu'à lui seul. De ces derniers fait aussi partie d'ailleurs notre brave tisserand, qui n'a pas plus que le métier à tisser sa part du produit ou du prix. Le salaire n'est donc pas une part de l'ouvrier à la marchandise qu'il produit. Le salaire est la partie d'une marchandise déjà existante avec laquelle le capitaliste achète une quantité déterminée de force de travail productive. La force de travail est donc une marchandise que son possesseur, le salarié, vend au capital. Pourquoi la vend-il ? Pour vivre, c'est sa vie. Et c'est cette activité vitale qu'il vend à un tiers pour s'assurer les moyens de subsistance nécessaires. Son activité vitale n'est donc pour lui qu'un moyen de pouvoir exister. Il travaille pour vivre. Pour lui-même, le travail n'est pas une partie de sa vie. Il est plutôt un sacrifice de sa vie. C'est une marchandise qu'il a adjugée à un tiers. C'est pourquoi le produit de son activité n'est pas non plus le but de son activité. Ce qu'il produit pour lui-même, ce n'est pas la soie qu'il tisse, ce n'est pas l'or qu'il extrait du puits, et ce n'est pas le palais qu'il bâtit. Ce qu'il produit pour lui-même, c'est le salaire. Et la soie, l'or, le palais se réduisent pour lui à une quantité déterminée de moyens de subsistance, peut-être à un tricot de laine, à de la monnaie de billon et à un abri dans une cave. Et l'ouvrier qui, 12 heures durant, tisse, file, perce, tourne, bâtit, manie la pelle, taille la pierre, la transporte, etc. Regarde-t-il ces 12 heures de tissage, de filage, de perçage, de travail autour ou de maçonnerie, de maniement de la pelle ou de taille de la pierre, comme une manifestation de sa vie, comme sa vie? Bien au contraire. La vie commence pour lui là où cesse cette activité, à table, à l'auberge, au lit. Par contre, les 12 heures de travail n'ont nullement pour lui le sens de tisser, de filer, de percer, etc. De filer, de percer, etc. Mais celui de gagner ce qui lui permet d'aller à table, à l'auberge, au lit. Si le ver à soie tissait pour subvenir à son existence de chenille, il serait un salarié achevé. La force de travail ne fut pas toujours une marchandise. Le travail ne fut pas toujours du travail salarié, c'est-à-dire du travail libre. L'esclave ne vend pas sa force de travail au possesseur d'esclaves, pas plus que le bœuf ne vend le produit de son travail au paysan. L'esclave est vendu, y compris sa force de travail, une fois pour toutes à son propriétaire. Il est une marchandise qui peut passer de la main d'un propriétaire dans celle d'un autre. Il est lui-même une marchandise, mais sa force de travail n'est pas sa marchandise. Le serf à qui il paye tribut. Le serf appartient à la terre et constitue un rapport pour le maître de la terre. L'ouvrier libre, par contre, se vend lui-même, et cela en détail. Il aliène 8, 10, 12, 15 heures de sa vie, un jour après l'autre, au plus offrant, au possesseur des matières premières, des instruments de travail et des moyens de subsistance, c'est-à-dire au capitaliste. L'ouvrier n'appartient ni à un propriétaire, ni à la terre, mais 8, 10, 12 et 15 heures de sa vie quotidienne
appartiennent à celui qui les achète. L'ouvrier quitte le capitaliste auquel il se loue aussi souvent qu'il veut, et le capitaliste le congédie aussi souvent qu'il le croit bon, dès qu'il n'en tire aucun. La classe tout entière des acheteurs, c'est-à-dire la classe capitaliste, sans renoncer à l'existence. Il n'appartient pas à tel ou tel bourgeois, mais à la classe bourgeoise, et c'est à lui à y trouver son homme, c'est-à-dire à trouver un acheteur dans cette classe bourgeoise. Avant de pénétrer plus avant dans les rapports entre le capital et le travail salarié, nous allons maintenant exposer brièvement les rapports qui entrent en ligne de compte dans la détermination du salaire. Le salaire est, ainsi que nous l'avons vu, le prix d'une marchandise déterminée, la force de travail. Le salaire est donc déterminé par les mêmes lois qui déterminent le prix de toute autre marchandise. La question qui se pose est donc celle-ci. Comment se détermine le prix d'une marchandise? Plus avant, dans les rapports entre le capital et le travail salarié, nous allons maintenant exposer brièvement les rapports qui entrent en ligne de compte dans la détermination du salaire. Le salaire est, ainsi que nous l'avons vu, le prix d'une marchandise déterminée, la force de travail. Le salaire est donc déterminé par les mêmes lois qui déterminent le prix de toute autre marchandise. La question qui se pose est donc celle-ci. Comment se détermine le prix d'une marchandise? Qu'est-ce qui détermine le prix d'une marchandise? C'est la concurrence entre les acheteurs et les vendeurs, le rapport entre l'offre et la demande. La concurrence qui détermine le prix d'une marchandise est triple. La même marchandise est celui qui vend le meilleur marché des marchandises de même qualité est sûr d'évincer les autres vendeurs et de s'assurer le plus grand débit. Les vendeurs se disputent donc réciproquement l'écoulement des marchandises, le marché. Chacun d'eux veut vendre le plus possible, et vendre seul si possible, à l'exclusion des autres vendeurs. C'est pourquoi l'un vend meilleur marché que l'autre. Il s'établit par conséquent une concurrence entre les vendeurs qui abaisse le prix de la marchandise offerte par eux. Mais il se produit aussi une concurrence entre les acheteurs qui, de son côté, fait monter le prix des marchandises offertes. Il existe enfin une concurrence entre les acheteurs et les vendeurs. Les uns voulant acheter le meilleur marché possible dépendra de la façon dont se comporteront les deux côtés de la concurrence mentionnée plus haut, c'est-à-dire du fait que c'est la concurrence dans l'armée des acheteurs ou la concurrence dans l'armée des vendeurs qui sera la plus forte. L'industrie met en campagne deux armées de masse l'une en face de l'autre, dont chacune à son tour livre une bataille dans ses propres rangs entre ses propres troupes. L'armée de masse dont les troupes ont reçu le moins de coups remporte la victoire sur l'armée adverse. Supposons qu'il y ait 100 balles de coton sur le marché et en même temps des acheteurs pour 1000 balles de coton. Dans ce cas, la demande est 10 fois plus grande que l'offre. La concurrence entre les acheteurs sera par conséquent très forte. Chacun de ceux-ci veut s'approprier une, et si possible, toutes les 100 balles. Cet exemple n'est pas une hypothèse arbitraire. Nous avons vécu dans l'histoire du commerce des périodes de mauvaise récolte du coton, où quelques capitalistes coalisés entre eux ont cherché à acheter non pas 100 balles, mais tous les stocks de coton du monde entier. Dans le cas donné, un acheteur cherchera donc à évincer l'autre du marché en offrant un prix relativement plus élevé pour la balle de coton. Les vendeurs de coton, qui aperçoivent les troupes de l'armée ennemie en train de se livrer un combat tout à fait violent entre elles,
et qui sont absolument assurés de vendre entièrement leurs 100 balles, vont se garder de se prendre aux cheveux entre eux pour abaisser le prix du coton, à un moment où leurs adversaires rivalisent entre eux pour le faire monter. Voilà donc la paix survenue soudain dans l'armée des vendeurs. Entre eux pour le faire monter. Voilà donc la paix survenue soudain dans l'armée des vendeurs. Ils sont comme un seul homme, face aux acheteurs. Ils se croisent philosophiquement les bras, et leurs exigences ne connaîtraient pas de bornes si les offres de ceux-mêmes qui sont le plus pressés d'acheter n'avaient pas leurs limites bien déterminées. Si donc l'offre d'une marchandise est plus faible que la demande de cette marchandise, il n'y a pas du tout ou presque pas de concurrence parmi les vendeurs. La concurrence parmi les acheteurs croît dans la proportion même où diminue cette concurrence. Résultat, hausse plus ou moins importante des prix de la marchandise. On sait que le cas contraire, avec son résultat inverse, est beaucoup plus fréquent. Excédent considérable de l'offre sur la demande. Concurrence désespérée parmi les chutes des prix. Que signifie prix élevé, bas prix? Un grain de sable est grand, regardé à travers un microscope, et une tour est petite, comparée à une montagne. Et si le prix est déterminé par le rapport entre l'offre et la demande, qu'est-ce qui détermine le rapport de l'offre et de la demande? Adressons-nous au premier venu des bourgeois. Il n'hésitera pas un instant et, tel un nouvel Alexandre le Grand, il tranchera d'un seul coup ce nœud gordien métaphysique. Si la production de la marchandise que je vends m'a coûté 100 francs, nous dira-t-il, et si je retire de la vente de cette marchandise 110 francs, au bout d'un an, entendons-nous, c'est un gain civil, honnête, convenable. Mais si j'obtiens en échange 120, 130 francs, qu'est-ce qui sert donc au bourgeois à mesurer son gain? Les frais de production de sa marchandise. S'il reçoit en échange de cette marchandise une somme d'autres marchandises, dont la production a moins coûté, il a fait une perte. S'il reçoit en échange de sa marchandise une somme de marchandises dont la production a coûté davantage, il a réalisé un gain. Et cette baisse ou cette hausse du gain, il la calcule suivant les proportions dans lesquelles la valeur d'échange de sa marchandise se tient au-dessous ou au-dessus de zéro, c'est-à-dire des frais de production. Mais nous avons vu comment les rapports successifs entre l'offre et la demande provoquent tantôt la hausse, tantôt la baisse, entraînant tantôt des prix élevés, tantôt des prix bas. Nous avons vu comment les rapports successifs entre l'offre et la demande provoquent tantôt la hausse, tantôt la baisse, entraînant tantôt des prix élevés, tantôt des prix bas. Si le prix d'une marchandise monte considérablement par suite d'une offre insuffisante ou d'une demande qui croît démesurément, le prix d'une autre marchandise quelconque a baissé nécessairement en proportion. Car le prix d'une marchandise ne fait qu'exprimer en argent les rapports d'après lesquels d'autres marchandises sont échangées contre elle. Si, par exemple, le prix d'une aune d'étoffe de soie monte de 5 à 6 francs, le prix de l'argent a baissé relativement à l'étoffe de soie. Pour recevoir la même quantité d'étoffe de soie, il faut donner une plus grande quantité d'argent en échange. Du prix croissant d'une marchandise. Les capitaux se jetteront en masse sur la branche d'industrie florissante, et cette immigration des capitaux dans le domaine de l'industrie favorisée persistera tant que celle-ci rapportera les gains habituels, ou plutôt jusqu'au moment où le prix de ces produits descendra par suite de surproduction au-dessous des prix de production. Inversement, si le prix d'une marchandise tombe au-dessous des frais de production,
les capitaux se retireront de la production de cette marchandise. Si l'on accepte le cas où une branche de production ayant perdu son actualité ne peut moins faire que de disparaître, la production de cette marchandise, c'est-à-dire son offre, va diminuer par suite de cette fuite des capitaux, ou plutôt jusqu'à ce que l'offre soit tombée au-dessous de la demande, c'est-à-dire jusqu'à ce que son prix se relève au-dessus de ses frais de production, car le prix courant d'une marchandise est toujours au-dessous ou au-dessus de ses frais de production. Nous voyons que les capitaux émigrent et immigrent constamment, passant du domaine d'une industrie dans celui d'une autre, le prix élevé provoquant une trop forte immigration et le prix bas une trop forte émigration. Nous pourrions montrer d'un autre point de vue que non seulement l'offre, mais aussi la demande est déterminée par les frais de production. Mais cela nous entraînerait trop loin de notre sujet. Nous venons de voir que les oscillations de l'offre et de la demande toujours à nouveau le prix d'une marchandise à ses frais de production. Le prix réel d'une marchandise est bien toujours au-dessus ou au-dessous de ses frais de production. Mais la hausse et la baisse se complètent mutuellement, de sorte que, dans les limites d'une période de temps déterminée, si l'on fait le total du flux et du reflux de l'industrie, les marchandises sont échangées entre elles proportionnellement à leurs frais de production, c'est-à-dire que leur prix est déterminé par leurs frais de production. Cette détermination du prix par les frais de production ne doit pas être comprise dans le sens des économistes. Les économistes disent que le prix moyen des marchandises est égal aux frais de production, que telle est la loi. Ils considèrent comme un fait du hasard le mouvement anarchique des marchandises est égal aux frais de production, que telle est la loi. Ils considèrent comme un fait du hasard le mouvement anarchique par lequel la hausse est compensée par la baisse et la baisse par la hausse. On pourrait considérer avec autant de raison, comme cela est arrivé d'ailleurs à d'autres économistes, les oscillations comme étant la loi et la détermination par les frais de production comme étant le fait du hasard. Mais ce sont ces oscillations seules qui, regardées de plus près, entraînent les dévastations les plus terribles et, pareilles à des tremblements de terre, ébranlent la société bourgeoise jusque dans ses fondements. Ce sont ces oscillations seules qui, au fur et à mesure qu'elles se produisent, déterminent le prix par les frais de production. C'est l'ensemble du mouvement de ce don que la concurrence compense, pour ainsi dire, une extravagance par l'autre. Nous voyons donc ceci. Le prix d'une marchandise est déterminé par ses frais de production, de telle façon que les moments où le prix de cette marchandise monte au-dessus de ses frais de production sont compensés par les moments où il s'abaisse au-dessous des frais de production. Et inversement. Naturellement, cela n'est pas vrai pour un seul produit donné d'une industrie, mais seulement pour toute la branche industrielle. Cela n'est donc pas vrai non plus pour un industriel pris isolément, mais seulement pour toute la classe des industriels. La détermination du prix par les frais de production est identique à la détermination du prix par le temps de travail qui est nécessaire à la production d'une marchandise. Ouvrez la parenthèse, de l'usure d'instruments, fermez la parenthèse, c'est-à-dire de produits industriels dont la production a coûté une certaine quantité de temps, de travail, et qui représentent par conséquent une certaine somme de temps de travail. Et, deuxièmement, de travail immédiat dont la mesure est précisément le temps. Mais ces mêmes lois générales qui règlent le prix des marchandises en général règlent naturellement aussi
le salaire, le prix du travail. Le salaire du travail va tantôt monter, tantôt baisser, suivant les rapports entre l'offre et la demande, suivant la forme que prend la concurrence entre les acheteurs de la force de travail, les capitalistes, et les vendeurs de la force de travail, les ouvriers. Entre les acheteurs de la force de travail, les capitalistes, et les vendeurs de la force de travail, les ouvriers. Aux fluctuations des prix des marchandises en général correspondent les fluctuations du salaire. Mais dans les limites de ces fluctuations, le prix du travail est déterminé par les frais de production, par le temps de travail qui est nécessaire pour produire cette marchandise, la force de travail. Mais quels sont les frais de production de la force de travail elle-même ? Ce sont les frais qui sont nécessaires pour conserver l'ouvrier en tant qu'ouvrier et pour en faire un ouvrier. C'est pourquoi, moins un travail exige de temps pour la formation professionnelle, moins les frais de production de l'ouvrier sont grands et plus le prix de son travail, de son salaire, est bas. Dans les branches d'industrie où l'on n'exige presque pas d'apprentissage et où la simple existence matérielle de l'ouvrier suffit, les frais de production qui sont nécessaires à ce dernier se bornent presque uniquement aux marchandises indispensables à l'entretien de sa vie, de manière à lui conserver sa capacité de travail. C'est pourquoi le prix de son travail sera déterminé par le prix des moyens de subsistance nécessaires. Cependant, il s'y ajoute encore une autre considération. Le fabricant qui calcule ses frais de production, et d'après ceci le prix des produits, fait entrer en ligne de compte l'usure des instruments de travail. Si une machine lui coûte par exemple 1000 francs et qu'il l'use en 10 ans, il ajoute chaque année 100 francs au prix de la marchandise pour pouvoir remplacer ou voir remplacer au bout de 10 ans la machine usée par une neuve. Il faut comprendre de la même manière, dans les frais de production de la force de travail simple, les frais de reproduction par le moyen desquels l'espèce ouvrière est mise en état de se multiplier et de remplacer les ouvriers usés par de nouveaux. L'usure de l'ouvrier est donc portée en compte de la même façon que l'usure de la machine. Les frais de production de la force de travail simple se composent donc des frais d'existence et de reproduction de l'ouvrier. Le prix de ces frais d'existence et de reproduction constitue le salaire. Le salaire ainsi déterminé s'appelle le minimum de salaire. Ce minimum de salaire, tout comme la détermination du prix des marchandises par les frais de production, le salaire ainsi déterminé s'appelle le minimum de salaire. Ce minimum de salaire, tout comme la détermination du prix des marchandises par les frais de production en général, joue pour l'espèce et non pour l'individu pris isolément. Il y a des ouvriers qui, par millions, ne reçoivent pas assez pour pouvoir exister et se reproduire. Mais le salaire de la classe ouvrière tout entière est, dans les limites de ces oscillations, égal à ce minimum. Maintenant que nous avons fait la clarté sur les lois les plus générales qui régissent le salaire, ainsi que le prix de toute autre marchandise, nous pouvons entrer plus avant dans notre sujet. Le capital se compose de matières premières, d'instruments de travail et de moyens de subsistance de toutes sortes qui sont en plus avant dans notre sujet. Le capital se compose de matières premières, d'instruments de travail et de moyens de subsistance de toutes sortes qui sont employés à produire de nouvelles matières premières, de nouveaux instruments de travail et de nouveaux moyens de subsistance. Toutes ces parties constitutives sont des créations du travail, des produits du travail accumulé. Le travail accumulé,
qui sert de moyen pour une nouvelle production, est du capital. C'est ainsi que parlent les économistes. Qu'est-ce qu'un esclave nègre? Un homme de race noire? Cette explication a autant de valeur que la première. Un nègre est un nègre. C'est seulement dans des conditions déterminées qu'il devient esclave. Une machine capitale. Arrachée à ces conditions, elle n'est pas plus du capital que l'or n'est par lui-même de la monnaie, ou le sucre, le prix du sucre. Dans la production, les hommes n'agissent pas seulement sur la nature, mais aussi les uns sur les autres. Ils ne produisent qu'en collaborant d'une manière déterminée et en échangeant entre eux leurs activités. Pour produire, ils entrent en relation et en rapport déterminés les uns avec les autres. Et ce n'est que dans les limites de ces relations et de ces rapports sociaux que s'établit leur action sur la nature, la production. Suivant le caractère des moyens de production, ces rapports sociaux que les producteurs ont entre eux, les conditions dans lesquelles ils échangent leurs activités et prennent part à l'ensemble de la production, ces rapports sociaux que les producteurs ont entre eux, les conditions dans lesquelles ils échangent leurs activités et prennent part à l'ensemble de la production, seront tout naturellement différents. Par la découverte d'un nouvel engin de guerre, l'arme à feu, toute l'organisation interne de l'armée a été nécessairement modifiée. Les conditions dans lesquelles les individus constituent une armée et peuvent agir en tant qu'armée se sont trouvées transformées, et les rapports des diverses armées entre elles en ont été changés également. Donc, les rapports sociaux suivant lesquels les individus produisent, les rapports sociaux de production, changent, se transforment avec la modification et le développement des moyens de production matériels, des forces de production. Dans la production forment ce qu'on appelle les rapports sociaux, la société, et notamment une société à un stade de développement historique déterminé. Une société à caractère distinctif, déterminé. La société antique, la société féodale, la société bourgeoise sont des ensembles de rapports de production de ce genre, dont chacun caractérise en même temps un stade particulier de développement dans l'histoire de l'humanité. Le capital représente lui aussi des rapports sociaux. Ce sont des rapports bourgeois de production de la société bourgeoise. Les moyens de subsistance, les instruments de travail, les matières premières dont se compose le capital, n'ont-ils pas été produits et accumulés dans des conditions sociales données, suivant des rapports sociaux déterminés? Et n'est-ce point précisément ce caractère social déterminé qui transforme les produits servant à la nouvelle production en capital? Le capital ne consiste pas seulement en moyens de subsistance, en instruments de travail et matières premières, pas seulement en produits matériels. Il consiste au même degré en valeur d'échange. Tous les produits dont il se compose sont des marchandises. Le capital n'est donc pas seulement une somme de produits matériels, c'est aussi une somme de marchandises, de valeur d'échange, de grandeur sociale. Le capital reste le même, que nous remplacions la laine par le coton, le blé par le riz, les chemins de fer par les bateaux à vapeur, à condition que le coton, le riz, les bateaux à vapeur, la matière du capital, aient la même valeur d'échange, le même prix que la laine, le blé et les chemins de fer dans lesquels il était incorporé auparavant. La matière du capital peut se modifier constamment sans que le capital subisse le moindre changement.
Mais si tout capital est une somme de marchandises, c'est-à-dire de valeur d'échange, toute somme de marchandises, de valeur d'échange, n'est pas encore du capital. Toute somme de valeur d'échange est une valeur d'échange. Chaque valeur d'échange est une somme de valeur d'échange. Par exemple, une maison qui vaut 1000 francs est une valeur d'échange de 1000 francs. Un morceau de papier qui vaut 1 centime est une somme de valeur. Une maison qui vaut 1000 francs est une valeur d'échange de 1000 francs. Un morceau de papier qui vaut 1 centime est une somme de valeur d'échange de 100% de centimes. Les produits qui sont échangeables contre d'autres sont des marchandises. Le rapport déterminé suivant lequel ils sont échangeables constitue leur valeur d'échange ou, exprimé en argent, leur prix. La masse de ces produits ne peut rien changer à leur destination d'être une marchandise ou de constituer une valeur d'échange ou d'avoir un prix déterminé. Qu'un arbre soit grand ou petit, il reste un arbre. Que nous échangions du fer par once ou par quintot contre d'autres produits, cela change-t-il leur caractère qui est d'être une marchandise, une valeur d'échange ? Mais comment une somme de marchandises de valeur d'échange devient-elle du capital ? Par le fait que, en tant que force sociale indépendante, c'est-à-dire en tant que force d'une partie de la société, elle se conserve et s'accroît par son échange contre la force de travail immédiate, vivante. L'existence d'une classe ne possédant rien que sa capacité de travail est une condition première nécessaire du capital. Ce n'est que la domination du travail accumulé, passé, matérialisé sur le travail immédiat, vivant, qui transforme le travail accumulé en capital. Ce qui caractérise le capital, ce n'est pas le travail accumulé qui sert de moyen au travail vivant pour faire une niche de celui-ci. Que se passe-t-il dans l'échange entre le capitaliste et le salarié ? L'ouvrier reçoit des moyens de subsistance en échange de sa force de travail. Mais le capitaliste, en échange de ses moyens de subsistance, reçoit du travail, l'activité productive de l'ouvrier, la force créatrice au moyen de laquelle l'ouvrier non seulement restitue ce qu'il consomme, mais donne au travail accumulé une valeur plus grande que celle qu'il possédait auparavant. L'ouvrier reçoit du capitaliste une partie des moyens de subsistance existants. À quoi lui servent ces moyens de subsistance ? À sa consommation immédiate. Mais dès que je consomme des moyens de subsistance, ils sont immédiatement perdus pour moi, à moins que je n'utilise le temps pendant lequel ces moyens... Mais dès que je consomme des moyens de subsistance, ils sont immédiatement perdus pour moi, à moins que je n'utilise le temps pendant lequel ces moyens assurent mon existence, pour produire de nouveaux moyens de subsistance, pour créer par mon travail de nouvelles valeurs à la place des valeurs que je fais disparaître en les consommant. Mais n'est-ce pas précisément cette force productrice noble, ouvrez la parenthèse, edel, fermez la parenthèse, que l'ouvrier cède au capital en échange des moyens de subsistance qu'il reçoit ? Par conséquent, elle s'en trouve perdue pour lui-même. Prenons un exemple. Un fermier donne à son journalier 50 centimes par jour. Pour ces 50 centimes, celui-ci travaille toute la journée dans les champs du fermier et lui assure ainsi un revenu de francs. Le fermier ne se voit pas seulement restituer les valeurs qu'il doit céder au journalier, il les double. Il a donc utilisé, consommé les 50 centimes qu'il a donnés au journalier d'une façon féconde, productive. Il a acheté pour ces 50 centimes le travail et la force du journalier
qui font pousser des produits du sol pour une valeur double et qui transforment 50 centimes en 1 franc. Par contre, le journalier reçoit à la place de sa force productrice, dont il a cédé les effets au fermier, 50 centimes, qu'il échange contre des moyens de subsistance qu'il consomme plus ou moins rapidement. Les 50 centimes ont donc été consommés de double façon. De façon reproductive pour le capital, car ils ont été échangés contre une force de travail qui ont disparu pour toujours et dont il ne peut s'assurer la valeur qu'en répétant le même échange avec le fermier. Le capital suppose donc le travail salarié. Le travail salarié suppose le capital. Ils sont la condition l'un de l'autre. Ils se créent mutuellement. L'ouvrier d'une fabrique d'étoffes de coton ne produit-il que des étoffes de coton? Non. Il produit du capital. Il produit des valeurs qui servent à leur tour à commander son travail afin de créer au moyen de celui-ci de nouvelles valeurs. Le capital ne peut se multiplier qu'en s'échangeant contre de la force de travail, qu'en créant du travail salarié. La force de travail de l'ouvrier salarié ne peut s'échanger que contre du capital, en accroissant le capital. La multiplication du capital est par conséquent la multiplication du prolétariat, c'est-à-dire de la classe ouvrière. L'intérêt du capitaliste et de l'ouvrier est donc le même, prétendent les bourgeois et leurs économistes. En effet, l'ouvrier périt si le capitaliste ne l'occupe pas. Le capital disparaît s'il n'exploite pas la force du travail. Et pour l'exploiter, il faut qu'il l'achète. Plus le capital destiné à la production, le capital productif, se multiplie rapidement, plus l'industrie, par conséquent, est florissante. Plus la bourgeoisie s'enrichit, mieux vont les affaires, plus le capitaliste a besoin d'ouvriers, et plus l'ouvrier se vend cher. La condition indispensable pour une bourgeoisie s'enrichit, mieux vont les affaires, plus le capitaliste a besoin d'ouvriers, et plus l'ouvrier se vend cher. La condition indispensable pour une situation passable de l'ouvrier est donc la croissance aussi rapide que possible du capital productif. Mais qu'est-ce que la croissance du capital productif? C'est la croissance de la puissance du travail accumulé sur le travail vivant. C'est la croissance de la domination de la bourgeoisie sur la classe laborieuse. Lorsque le travail salarié produit la richesse étrangère qui le domine, la force qui lui est hostile, le capital, ses moyens d'occupation, c'est-à-dire ses moyens de subsistance, refluent de celui-ci vers lui, à condition qu'il devienne de nouveau une partie du capital. Le levier qui imprime deux intérêts des ouvriers sont les mêmes. Cela signifie seulement que le capital et le travail salarié sont deux aspects d'un seul et même rapport. L'un est la conséquence de l'autre, comme l'usurier et le dissipateur s'engendrent mutuellement. Tant que l'ouvrier salarié est ouvrier salarié, son sort dépend du capital. Telle est la communauté d'intérêts tant vantée de l'ouvrier et du capitaliste. Lorsque le capital s'accroît, la masse du travail salarié grossit, le nombre des ouvriers salariés augmente, en un mot, la domination du capital s'étend sur une masse plus grande d'individus. Et, supposons le cas le plus favorable. Lorsque le capital productif s'accroît, la demande de travail augmente, donc le prix du travail quitte. Elle aussi, elle satisfait à tout ce qu'on exige socialement d'une maison. Mais s'il s'élève à côté de la petite maison un palais, voilà que la petite maison se ravale au rang de chaumière. La petite maison est alors la preuve que celui qui l'habite ne saurait être exigeant,
ou qu'il ne peut avoir que des exigences très modestes. Et au cours de la civilisation, elle peut s'agrandir tant qu'elle veut. Si le palais voisin grandit aussi vite, ou même dans de plus grandes proportions, celui qui habite la maison relativement petite se sentira de plus en plus mal à l'aise, mécontent, à l'étroit entre ses quatre murs. Une augmentation sensible du salaire suppose un accroissement rapide du capital productif. L'accroissement rapide du capital productif entraîne une croissance aussi rapide de la richesse. L'accroissement rapide du capital productif entraîne une croissance aussi rapide de la richesse, du luxe, des besoins et des plaisirs sociaux. Donc, bien que les plaisirs de l'ouvrier se soient accrus, la satisfaction sociale qu'il procure a diminué comparativement aux plaisirs accrus du capitaliste qui sont inaccessibles à l'ouvrier, comparativement au stade de développement de la société en général. Nos besoins et nos plaisirs ont leur source dans la société. Nous les mesurons par conséquent à la société. Nous ne les mesurons pas aux objets de notre satisfaction. Comme ils sont de nature sociale, ils sont de nature relative. Le salaire n'est donc pas déterminé en général seulement par la masse de marchandises que je peux obtenir en échange. Nature sociale, ils sont de nature relative. Le salaire n'est donc pas déterminé en général seulement par la masse de marchandises que je peux obtenir en échange. Il renferme divers rapports. Ce que les ouvriers reçoivent tout d'abord pour leur force de travail, c'est une somme d'argent déterminée. Le salaire n'est-il déterminé que par ce prix en argent? Le salaire n'est donc pas déterminé en général seulement par la masse de marchandises que je peux obtenir en échange. Il renferme divers rapports. Ce que les ouvriers reçoivent tout d'abord pour leur force de travail, c'est une somme d'argent déterminée. Le salaire n'est-il déterminé que par ce prix en argent? Au XVIe siècle, l'or et l'argent en circulation en Europe augmentèrent par suite de l'argent en circulation en Europe augmentèrent par suite de la découverte en Amérique de mines plus riches et plus faciles à exploiter. De ce fait, la valeur de l'or et de l'argent baissa par rapport aux autres marchandises. Les ouvriers continuèrent à recevoir la même masse d'argent monnayé pour leur force de travail. Le prix en argent de leur travail resta le même, et cependant, leur salaire avait baissé, car, en échange de la même quantité d'argent, ils recevaient une somme moindre d'autres marchandises. Ce fut une des circonstances qui favorisèrent l'accroissement du capital, l'essor de la bourgeoisie au XVIe siècle. Prenons un autre cas. Dans l'hiver de 1847, les produits alimentaires les plus indispensables, le blé, la viande, le beurre, supposons que les ouvriers aient continué à recevoir la même somme d'argent pour leur force de travail. Leur salaire n'avait-il pas baissé? Mais si. Pour la même somme d'argent, ils recevaient en échange moins de pain, de viande, etc. Leur salaire avait baissé, non point parce que la valeur de l'argent avait diminué, mais parce que la valeur des moyens de subsistance avait augmenté. Supposons enfin que le prix en argent du travail reste le même, alors que tous les produits agricoles et manufacturés ont baissé de prix par suite de l'emploi de nouvelles machines, d'une saison plus favorable, etc. Pour la même quantité d'argent, les ouvriers peuvent alors acheter plus de marchandises de toutes sortes. Donc, leur salaire a augmenté, précisément parce que la valeur en argent de celui-ci, l'argent, les ouvriers peuvent alors acheter plus de marchandises de toutes sortes. Donc, leur salaire a augmenté, précisément parce que la valeur en argent de celui-ci n'a pas changé. Donc, le prix en argent du travail, le salaire nominal,
ne coïncide pas avec le salaire réel, c'est-à-dire avec la quantité de marchandises qui est réellement donnée en échange du salaire. Donc, lorsque nous parlons de hausse ou de baisse du salaire, nous ne devons pas seulement considérer le prix en argent du travail, le salaire nominal, mais ni le salaire nominal, c'est-à-dire la somme d'argent pour laquelle l'ouvrier se vante au capitaliste, ni le salaire réel, c'est-à-dire la quantité de marchandises qu'il peut acheter avec cet argent, n'épuisent les rapports contenus dans le salaire. Le salaire réel exprime le prix du travail relativement au prix des autres marchandises. Le salaire relatif, par contre, la part du travail immédiat à la nouvelle valeur qu'il a créée, par rapport à la part qui en revient au travail accumulé, au capital. Nous disions plus haut, page 29, ouvrez les guillemets. Le salaire n'est donc pas une part de l'ouvrier à la marchandise qu'il produit. Le salaire est la partie d'une marchandise déjà existante avec laquelle le capitaliste achète une quantité déterminée de force de travail productive. Fermez les guillemets. Mais ce salaire, il faut que le capitaliste le retrouve dans le prix auquel il vend le produit fabriqué par l'ouvrier. Il lui par l'ouvrier se divise pour le capitaliste en 3 parties. Premièrement, le remplacement du prix des matières premières qu'il a avancé, ainsi que le remplacement de l'usure des instruments, machines et autres moyens de travail qu'il a également avancé. Deuxièmement, le remplacement du salaire qu'il a avancé. Et troisièmement, ce qui est en excédent, le profit du capitaliste. Alors que la première partie ne remplace que des valeurs qui existaient auparavant, il est clair que le remplacement du salaire, tout comme le profit excédentaire du capitaliste, proviennent somme toute de la nouvelle valeur, créée par le travail de l'ouvrier et ajoutée aux matières premières. Et c'est dans ce sens que nous pouvons considérer aussi bien le salaire que le profit, quand nous les comparons ensemble, comme des parts du produit de l'ouvrier. Que le salaire réel reste le même, qu'il augmente même. Le salaire relatif, lui, n'en peut pas moins baisser. Supposons par exemple que tous les moyens de subsistance aient baissé de prix des 2/3, alors que le salaire journalier ne baisse que d'1/3, c'est-à-dire tombe par exemple de 3 francs à 2 francs. Bien que l'ouvrier, avec ces 2 francs, dispose d'une plus grande quantité de marchandises qu'auparavant avec 3 francs, son salaire a cependant diminué par rapport aux bénéfices du capitaliste. Le profit du capitaliste, ouvrez la parenthèse, par exemple du fabricant, fermez la parenthèse, a augmenté d'1 franc. C'est-à-dire que pour une somme moindre de valeur d'échange qu'il paie à l'ouvrez la parenthèse, par exemple du fabricant, fermez la parenthèse, a augmenté d'1 franc. C'est-à-dire que pour une somme moindre de valeur d'échange qu'il paie à l'ouvrier, il faut que l'ouvrier produise une plus grande quantité de valeur d'échange qu'auparavant. La part du capital, proportionnellement à la part du travail, s'est accrue. La répartition de la richesse sociale entre le capital et le travail est devenue encore plus inégale. Le capitaliste commande avec le même capital une quantité plus grande de travail. La puissance de la classe capitaliste sur la classe ouvrière a grandi, la situation sociale de l'ouvrier a empiré, elle est descendue d'1 degré de plus au-dessous de celle du capitaliste. Mais quelle est donc la loi générale qui détermine dessous de celle du capitaliste? Mais quelle est donc la loi générale qui détermine la hausse et la baisse du salaire et du profit dans leurs relations réciproques? Ils sont en rapport inverse.
la part du capital, le profit, monte dans la mesure même où la part du travail, le salaire, baisse. Et inversement. Le profit monte dans la mesure où le salaire baisse. Il baisse dans la mesure où le salaire monte. On objectera peut-être que le capitaliste peut faire du bénéfice grâce à un échange avantageux de ses produits avec d'autres capitalistes, grâce à une demande plus grande de sa marchandise, ou par suite de l'ouverture de nouveaux marchés, ou encore du fait de l'augmentation momentanée des besoins sur les anciens, indépendamment de la hausse ou de la baisse du salaire, de la valeur d'échange de la force de travail, ou que le profit peut également s'accroître grâce au perfectionnement des instruments de travail, à une nouvelle utilisation des forces naturelles, etc. On devra tout d'abord reconnaître que le résultat reste le même, bien qu'on y arrive par le chemin inverse. Le profit n'a pas augmenté parce que le salaire a diminué, mais le salaire a diminué parce que le profit a augmenté. Le capitaliste a acheté avec la même quantité du travail d'autrui une plus grande quantité de valeur d'échange sans avoir pour cela payé plus cher le travail. C'est-à-dire par conséquent que le travail est moins payé par rapport au bénéfice net qu'il laisse au capitaliste. En outre, rappelons qu'en dépit des oscillations, c'est-à-dire par conséquent que le travail est moins payé par rapport au bénéfice net qu'il laisse au capitaliste. En outre, rappelons qu'en dépit des oscillations des prix des marchandises, le prix moyen de chaque marchandise, le rapport suivant lequel elle est échangée contre d'autres marchandises, est déterminé par ses frais de production. Les du prix mutuel au sein de la classe capitaliste se feront donc nécessairement équilibre. Le perfectionnement du machinisme, l'emploi de nouvelles forces naturelles au service de la production permettent, dans un temps de travail donné, avec la même quantité de travail et de capital, de créer une plus grande masse de produits, mais nullement une plus grande masse de valeur d'échange. Si, grâce à l'emploi de la machine à filer, je puis livrer en 1 heure 2 fois plus de fils, pas plus de marchandises en échange qu'auparavant pour 50, parce que les frais de production sont tombés de moitié, ou que je puis livrer avec les mêmes frais le double du produit. Enfin, quel que soit le rapport suivant lequel la classe capitaliste, la bourgeoisie, soit d'un pays, soit du marché mondial tout entier, répartissent entre elles le bénéfice net de la production, la somme totale de ce bénéfice net n'est chaque fois que la somme dont le travail accumulé a été en somme accrue par le travail immédiat. Cette somme totale s'accroît donc suivant le rapport d'après lequel le travail augmente le capital, c'est-à-dire suivant le rapport d'après lequel le profit s'accroît au détriment du salaire. Nous voyons donc que diamétralement opposés. Un accroissement rapide du capital équivaut à un accroissement rapide du profit. Le profit ne peut s'accroître rapidement que si le prix du travail, si le salaire relatif diminue avec la même rapidité. Le salaire relatif peut baisser, même si le salaire réel monte en même temps que le salaire nominal, la valeur en argent du travail, mais à condition que ces derniers ne montent pas dans la même proportion que le profit. Si par exemple, dans les périodes d'affaires favorables, le salaire monte de 5% et le profit par contre de 30%. Le salaire proportionnel, le salaire relatif, n'a pas augmenté, mais diminué. Si donc le revenu de l'ouvrier augmente par le rapide du capital, l'abîme social qui sépare l'ouvrier du capitaliste s'élargit en même temps. La puissance du capital sur le travail, l'état de dépendance du travail envers le capital grandissent du même coup.
Dire l'ouvrier a intérêt à un accroissement rapide du capital, cela signifie seulement plus l'ouvrier augmente rapidement la richesse d'autrui, plus les miettes du festin qu'il recueille sont substantielles. Plus on peut occuper d'ouvriers et les faire se reproduire, plus on peut multiplier la masse des esclaves sous la dépendance du capital. Nous avons donc constaté, même la situation la plus favorable pour la classe ouvrière, l'accroissement le plus rapide possible du capital, quelque amélioration qu'il apporte à la vie matérielle de l'ouvrier, ne supprime pas l'antagonisme entre ses intérêts de l'ouvrier, ne supprime pas l'antagonisme entre ses intérêts et les intérêts du bourgeois, les intérêts du capitaliste. Profit et salaire sont, après comme avant, en rapport inverse. Lorsque le capital s'accroît rapidement, le salaire peut augmenter, mais le profit du capital s'accroît relativement plus vite. La situation matérielle de l'ouvrier s'est améliorée, mais aux dépens de sa situation sociale. L'abîme social qui le sépare du capitaliste s'est élargi. Enfin, dire que la condition favorable pour le salaire est un accroissement aussi rapide que possible du capital signifie seulement que plus la classe ouvrière augmente et accroît la puissance qui lui est hostile, la richesse étrangère qui la commande, plus favorables seront les puissances du capital, contente qu'elle est de forger elle-même les chaînes dorées avec lesquelles la bourgeoisie la traîne à sa remorque. La croissance du capital productif et l'augmentation du salaire sont-elles vraiment liées aussi inséparablement que le prétendent les économistes bourgeois? Nous ne devons pas les croire sur parole. Nous ne devons même pas les croire lorsqu'ils disent que plus le capital est gras, plus son esclave s'engraisse. La bourgeoisie est trop avisée. Elle calcule trop bien pour partager les privilèges à la façon du grand seigneur qui tire vanité de l'éclat de sa domesticité. Les conditions d'existence de la bourgeoisie la contraignent à calculer. Nous devrons donc étudier cela de plus près. Quel est l'effet de l'accroissement du capital productif? L'existence de la bourgeoisie la contraignent à calculer. Nous devrons donc étudier cela de plus près. Quel est l'effet de l'accroissement du capital productif sur le salaire? Lorsque le capital productif de la société bourgeoise s'accroît, c'est qu'il se produit en somme une accumulation de travail plus générale. Les capitalistes augmentent en nombre et en importance. La multiplication des capitalistes augmente la concurrence entre eux. L'importance croissante des capitaux permet d'amener sur le champ de bataille industriel des armées plus formidables d'ouvriers avec des engins de guerre plus gigantesques. Un capitaliste ne peut évincer l'autre et s'emparer de son capital qu'en vendant meilleur marché. Pour pouvoir vendre meilleur marché sans se ruiner, il faut produire meilleur marché. Le capitaliste ne peut évincer l'autre et s'emparer de son capital qu'en vendant meilleur marché. Pour pouvoir vendre meilleur marché sans se ruiner, il faut produire meilleur marché, c'est-à-dire accroître autant que possible la productivité du travail. Mais la productivité du travail augmente surtout par une division plus grande du travail, par l'introduction plus générale et le perfectionnement constant du machinisme. Plus est grande l'armée des ouvriers entre lesquels le travail est divisé, plus le machinisme est introduit à une échelle gigantesque, et plus les frais de production diminuent en proportion, plus le travail devient fructueux. De là, une émulation générale entre les capitalistes pour augmenter la division du travail et du machinisme et les exploiter l'un et l'autre à la plus grande échelle. Une plus grande division du travail, à l'emploi et au perfectionnement de nouvelles machines, grâce à l'utilisation plus avantageuse et sur une plus grande échelle des forces naturelles, a trouvé le moyen de créer,
avec la même somme de travail ou de travail accumulé, une somme plus grande de produits, de marchandises que ses concurrents. S'il peut par exemple, dans le même temps de travail où ses concurrents tissent une demi-aune de drap, produire une aune entière de drap, comment le capitaliste va-t-il opérer? Il pourrait continuer à vendre une demi-aune de drap au prix antérieur du marché. Mais ce ne serait pas le moyen d'évincer ses adversaires et d'augmenter son propre débit. Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin d'écoulement s'est également élargi pour lui. Il le contraigne en même temps de vendre plus de marchandises, de conquérir un marché infiniment plus grand pour ces marchandises. Notre capitaliste va donc vendre la demi-aune de drap, meilleur marché que ses concurrents. Mais le capitaliste ne vendra pas l'aune entière aussi bon marché que ses concurrents vendent la demi-aune, bien que la production de l'aune entière ne lui coûte pas plus que ne coûte aux autres celle de la demi-aune. Sinon, il n'aurait aucun surbénéfice et ne recevrait en échange que ses frais de production. Dans ce cas, son revenu plus grand proviendrait du fait qu'il a mis en œuvre un capital plus élevé, et non pas du fait qu'il aurait fait rendre à son capital plus que les autres. D'ailleurs, il atteint le but qu'il cherche en mettant le prix de sa marchandise seulement de quelques points. Il les évince du marché, il leur enlève tout au moins une partie de leur écoulement en vendant à plus bas prix. Enfin, rappelons-nous que le prix courant est toujours au-dessus ou au-dessous des frais de production, suivant que la vente d'une marchandise tombe dans une saison favorable ou défavorable à l'industrie. Selon que le prix du marché de l'aune de drap est au-dessus ou au-dessous des frais ordinaires de sa production antérieure, le capitaliste qui a employé de nouveaux moyens de production plus avantageux vendra au-dessus de ses frais de production réels, suivant des pourcentages différents. Mais le privilège de notre capitaliste n'est pas de longue durée. D'autres capitalistes rivaux introduisent les mêmes machines, la même division du travail, le font à la même échelle ou à une échelle, produisent les mêmes machines, la même division du travail, le font à la même échelle ou à une échelle plus grande. Et cette amélioration se généralise juste au moment où le prix du drap s'abaisse, non seulement au-dessous de ses anciens frais de production, mais au-dessous de ses nouveaux frais. Les capitalistes se trouvent donc à l'égard les uns des autres dans la même situation où ils se trouvaient avant l'introduction de la nouvelle production. Et si, avec ces moyens, ils peuvent livrer pour le même prix le double du produit, ils sont maintenant contraints de livrer au-dessous de l'ancien prix leur production double. Ces nouveaux moyens de production étant établis, le même jeu recommence. Plus grande division de travail, plus de machinisme, plus grande échelle à laquelle sont utilisés. Nous voyons ainsi comment le mode de production, les moyens de production, sont constamment bouleversés, révolutionnés. Comment la division du travail entraîne nécessairement une division du travail plus grande. L'emploi du machinisme, un plus grand emploi du machinisme. Le travail à une grande échelle, le travail à une échelle plus grande encore. Telle est la loi qui rejette constamment la production bourgeoise hors de son ancienne voie et qui contraint toujours le capital à tendre les forces de production du travail une fois qu'il les a tendues. Telle est cette loi qui ne lui accorde aucun repos et lui murmure continuellement à l'oreille « Marche, marche !» Cette loi n'est autre chose que la loi qui, dans les limites des oscillations des époques commerciales, maintient « Marche, marche !» Cette loi n'est autre chose que la loi qui, dans les limites des oscillations des époques commerciales,
maintient nécessairement le prix d'une marchandise égal à ses frais de production. Aussi formidables que soient les moyens de production avec lesquels un capitaliste entre en campagne, la concurrence généralisera ces moyens de production. Et dès l'instant qu'ils sont généralisés, le seul avantage du rendement plus grand de son capital est qu'il lui faut alors, pour le même prix, livrer 10, 20, 100 fois plus qu'auparavant. Mais comme il lui faut écouler peut-être 1000 fois plus pour compenser par la masse plus grande du produit écoulé le prix de vente plus bas, parce qu'une vente par masse plus considérable est maintenant nécessaire, non seulement pour gagner davantage, pour compenser par la masse plus grande du produit écoulé le prix de vente plus bas, parce qu'une vente par masse plus considérable est maintenant nécessaire, non seulement pour gagner davantage, mais pour récupérer les frais de production, l'instrument de production lui-même, ainsi que nous l'avons vu, devenant de plus en plus cher. Et comme cette vente en masse est une question vitale, non seulement pour lui, mais pour ses rivaux, l'ancienne lutte se fait d'autant plus violente que les moyens de production déjà inventés sont plus fructueux. La division du travail et l'emploi du machinisme continuent donc à se développer à une échelle infiniment plus grande. Quelle que soit donc la puissance des moyens de production employés, la concurrence cherche à ravir au capital les fruits d'or de cette puissance en ramenant le prix de la marchandise, élevant ainsi la production à bon marché, la livraison de masse de plus en plus grande de produits pour la même somme, à la hauteur d'une loi impérieuse, à mesure qu'elle produit davantage avec la même quantité de travail. Ainsi donc, par ses propres efforts, le capitaliste n'aurait rien gagné que l'obligation de fournir davantage dans le même temps de travail, en un mot, que des conditions plus difficiles de rendement de son capital. Par conséquent, comme la concurrence le poursuit constamment par le moyen de la loi des frais de production, et que chaque arme qu'il forge contre ses rivaux se retourne contre lui-même, le capitaliste cherche constamment à l'emporter sur la concurrence en introduisant sans répit, à la place des anciennes, des machines et des méthodes nouvelles de division du travail. Représentons-nous maintenant cette agitation fiévreuse sur le marché mondial tout entier. Et nous comprendrons comment la croissance, l'accumulation et la concentration du capital ont pour conséquence une division du travail ininterrompue, de plus en plus précipitée et exécutée à une échelle toujours plus gigantesque, l'emploi d'un nouveau machinisme et le perfectionnement de l'ancien. Mais quels sont, sur la détermination du salaire, les effets de ces circonstances inséparables de l'accroissement du capital producteur? La division plus grande du travail permet à un ouvrier de faire le travail de 5, 10, 20. Elle rend donc la concurrence entre les ouvriers 5, 10, 20 fois plus grande. Les ouvriers ne se font pas seulement concurrence en se vendant meilleur marché. Qu'un seul accomplit le travail de 5, 10, 20. Et c'est la division du travail introduite par le capital et toujours plus renforcée qui contraint les ouvriers à se faire cette sorte de concurrence. De plus, le travail est simplifié dans la mesure même où augmente la division du travail. L'habileté particulière de l'ouvrier perd sa valeur. Celui-ci est transformé en une force productrice simple, monotone, qui ne met en jeu aucun effort corporel et intellectuel. Son travail devient du travail accessible à tous. C'est pourquoi les concurrents font de tous les côtés pression sur l'ouvrier. Souvenons-nous en outre que plus le travail est simple et facile à apprendre, moins on a besoin de frais de production pour se l'assimiler, et plus le salaire s'abaisse. Que plus le travail est simple et facile à apprendre, moins on a besoin de frais de production pour se l'assimiler, et plus le salaire s'abaisse.
car il est déterminé, comme le prix de toute autre marchandise, par ses frais de production. Au fur et à mesure donc que le travail devient moins agréable, plus répugnant, la concurrence augmente et le salaire diminue. L'ouvrier cherche à conserver la masse de son salaire en travaillant davantage, soit en faisant plus d'heures, soit en fournissant davantage dans la même heure. Poussé par la misère, il augmente donc encore les effets funestes de la division du travail. Le résultat est que plus il travaille, moins il reçoit de salaire. Et cela pour la simple raison qu'au fur et à mesure qu'il concurrence ses compagnons de travail, il fait de ceux-ci en tant que membre de la classe ouvrière. Le machinisme produit les mêmes effets à une échelle encore plus grande, en évinçant les ouvriers habiles et en les remplaçant par des ouvriers malhabiles, les hommes par des femmes, les adultes par des enfants, en jetant, là où un nouveau machinisme est introduit, les ouvriers en masse sur le pavé, et là où il est développé, perfectionné, remplacé par un machinisme de meilleur rendement, en congédiant par paquets les ouvriers. Nous avons esquissé plus haut, de façon rapide, la guerre des industriels entre eux. Cette guerre a ceci de particulier que les batailles y sont moins gagnées par le recrutement que par le congédiement de l'armée ouvrière. Les généraux, les capitalistes, rivalisent à qui pourra licencier le nation. Ils n'osent pas affirmer directement que les mêmes ouvriers qui ont été congédiés trouveront à se caser dans de nouvelles branches de travail. Les faits hurlent trop fort contre ce mensonge. À vrai dire, ils affirment seulement que, pour d'autres parties de la classe ouvrière, par exemple pour la partie des jeunes générations d'ouvriers qui étaient sur le point d'entrer dans la branche d'industrie périclitante, il se présentera de nouveaux moyens d'occupation. Naturellement, c'est une grande satisfaction, n'est-ce pas, pour les ouvriers jetés à la rue. Messieurs les capitalistes ne manqueront pas de chair fraîche à exploiter. On laissera les morts enterrer leurs morts. Cela est bien plus une consolation que les bourgeois se donnent à eux-mêmes qu'aux ouvriers. Si toute la classe des salariés était anéantie par le machinisme, quelle chose effroyable pour le capital qui, sans pas, pour les ouvriers jetés à la rue. Messieurs les capitalistes ne manqueront pas de chair fraîche à exploiter. On laissera les morts enterrer leurs morts. Cela est bien plus une consolation que les bourgeois se donnent à eux-mêmes qu'aux ouvriers. Si toute la classe des salariés était anéantie par le machinisme, quelle chose effroyable pour le capital qui, sans travail salarié, cesse d'être du capital. Mais supposons que les ouvriers chassés directement du travail par le machinisme et toute la partie de la nouvelle génération qui guettait leur place trouvent une occupation nouvelle. Croit-on que celle-ci sera payée aussi cher que celle qu'ils ont perdue ? Cela serait en contradiction avec toutes les lois économiques. Nous avons vu comment l'industrie moderne tend toujours à substituer à une occupation complexe, supérieure, une occupation. Nous avons vu comment l'industrie moderne tend toujours à substituer à une occupation complexe, supérieure, une occupation plus simple, inférieure. Comment une masse ouvrière, jetée hors d'une branche industrielle par le machinisme, pourrait-elle donc se réfugier dans une autre, autrement qu'en étant payée plus mal, à un prix plus bas ? On a cité comme une exception les ouvriers qui travaillent à la fabrication du machinisme même. Dès que l'industrie exige et consomme plus de machinisme, a-t-on dit, les machines doivent nécessairement augmenter en nombre, et par suite la fabrication des machines, donc aussi le nombre des ouvriers occupés à la fabrication des machines. Et les ouvriers employés dans cette branche d'industrie sont des ouvriers habiles, voire même qualifiés, puisque de façon de plus en plus générale, les machines furent autant employées à fabriquer les machines
qu'à produire le fil de coton, et que les ouvriers employés dans les fabriques de machines, face aux machines extrêmement perfectionnées, ne purent plus jouer que le rôle de machines tout à fait rudimentaires. Mais au lieu de l'homme chassé par la machine, la fabrique n'occupe-t-elle pas peut-être 3 enfants et une femme? Or, le salaire de l'homme ne devait-il pas être suffisant pour les 3 enfants et la femme? Le minimum du salaire ne devait-il pas suffire à entretenir et à reproduire la race? Que prouve donc cette façon de s'exprimer, chère aux bourgeois? Rien d'autre que ceci. 4 fois plus d'existence ouvrière qu'autrefois se consument pour faire vivre une. Plus la division du travail et l'emploi du machinisme prennent d'extension, plus la concurrence gagne parmi les ouvriers, et plus leur salaire se resserre. Ajoutons encore que la classe ouvrière se recrute dans les couches supérieures de la société. Il s'y précipite une masse de petits industriels et de petits rentiers qui n'ont rien de plus pressé que de lever les bras à côté de ceux des ouvriers. C'est ainsi que la forêt des bras qui se lèvent pour demander du travail se fait de plus en plus épaisse et les bras eux-mêmes de plus en plus maigres. Il est de toute évidence que le petit industriel ne peut pas résister dans une guerre dont une des conditions premières est de produire à une échelle toujours plus grande, c'est-à-dire d'être un gros et non point un petit industriel. Que la guerre dont une des conditions premières est de produire à une échelle toujours plus grande, c'est-à-dire d'être un gros et non point un petit industriel. Que l'intérêt du capital diminue au fur et à mesure que la masse et le nombre des capitaux augmentent, que le capital s'accroît, que par conséquent le petit rentier ne peut plus vivre de sa rente, qu'il lui faut par conséquent se rejeter sur l'industrie, c'est-à-dire aider à grossir les rangs des petits industriels et de cette façon les candidats au prolétariat, tout cela n'a pas besoin de plus ample explication. Au fur et à mesure, enfin, que les capitalistes sont contraints, par le mouvement décrit plus haut, d'exploiter à une échelle plus grande les moyens de production gigantesques déjà existants, et dans ce but, de mettre en action tous les ressorts du crédit, les thèmes des forces de production deviennent plus nombreux. En un mot, les crises augmentent. Elles deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Déjà, parce qu'au fur et à mesure que la masse des produits et par conséquent le besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit toujours davantage et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter, car chaque crise précédente a soumis au commerce mondial un marché échappé jusqu'ici à la conquête ou exploité de façon encore superficielle par le commerce. Mais le capital ne fait pas que vivre du travail. Maître à la fois distingué et barbare, il entraîne dans sa tombe les cadavres de ses esclaves, des hécatombes entières d'ouvriers qui sombrent dans les crises. Plus rapide, c'est-à-dire que les moyens d'occupation, les moyens de subsistance pour la classe ouvrière diminuent dans une proportion plus grande, et que néanmoins, l'accroissement rapide du capital est la condition la plus favorable pour le travail salarié.